Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Je me posais la question, tu nous en as un petit peu parlé, je crois, quand tu nous as parlé de ton parcours professionnel, de certaines difficultés que tu avais pu rencontrer et tu as posé rapidement le mot burn-out à un moment donné. Donc j'aimerais en savoir plus. Est-ce que tu peux peut-être nous partager ton expérience un petit peu? Je pense vraiment que ça peut servir à plein de personnes qui vont se reconnaître et se retrouver là-dedans parce que c'est arrivé à beaucoup plus de personnes qu'on le pense malheureusement. C'est vrai. Eh ben, écoute, question très intéressante comme d'habitude. C'est vrai que depuis que j'ai évoqué, mon burn-out de manière, «publique» entre guillemets, c'est un peu bizarre de dire ça, mais pour les personnes que ça intéresse, bah, j'ai fait un épisode complet sur le burn-out de manière générale et mon burn-out, sur ma chaîne YouTube. Mais on peut le revoir, sans aucun souci parce que je trouve que c'est ultra important et j'insiste vraiment là-dessus, de parler du burn-out. C'est vraiment, bah, encore une fois important d'en parler, de libérer la parole par rapport à ça parce que, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, en fonction des conditions dans lesquelles vit la personne, de l'environnement, dans son travail, enfin, il y a certains facteurs qui rentrent en jeu, qui peuvent déclencher un burn-out et des fois, c'est une maladie, on la traverse, on est peut-être en plein dedans. Enfin, moi, ça a été mon cas. J'étais en plein burn-out et je sentais quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à voir quoi et encore moins, mettre le mot burn-out dessus. Donc c'est-à-dire que, quand j'étais donc, pour reprendre un peu le pourquoi du comment, donc, j'étais, bah, dans ma première entreprise. Ça faisait quelques années que j'étais déjà dans l'entreprise. Bon, il y avait des hauts et des bas, hein, comme, je pense, n'importe quel salarié qui travaille au sein d'une entreprise. Il y a toujours, des choses, qui vont et d'autres qui ne vont pas. Mais, très vite, je me suis rendu compte que, un, c'était pas pour moi et 2, l'entreprise n'était pas faite pour moi non plus. Donc il y avait plein de facteurs qui rentraient, en jeu, les études que j'avais pas souhaitées, une entreprise qui avait pas spécialement de valeur et du coup, le peu de valeur qu'il y avait, ça n'allait pas avec moi. L'environnement de travail, que ce soit les collègues ou le lieu en lui-même, le métier en lui-même, enfin, il y a plein de choses qui ont commencé à me peser et j'avais du coup de plus en plus de mal à me lever chaque matin. J'avais de moins en moins de motivation, je me sentais fatiguée, j'avais l'impression que ma vie n'avait genre aucun sens. Tous les matins, je me levais, j'étais: «Ah mais putain, faut sortir du lit, j'ai pas envie de sortir du lit, je franchement, mais pourquoi faire? Pourquoi je vais au travail?» Et je me posais mais plein de questions et c'était très, très difficile pour moi de me rendre au travail et puis, bah, comme on dit, quand tu arrives pas, comment dire, à voir les choses, à prendre des décisions et juste à être aligné avec toi, tes valeurs et cetera, ton corps t'envoie plein de signaux. Donc non seulement ma tête est en train de me dire: «Ouh, tu plus de sens là, enfin là ta quête de sens, elle n'existe pas. Tu vas faire un travail qui n'a pas de sens pour toi, tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi tu te lèves», enfin et vu que je n'arrivais pas à, comment dire, bah, mettre ça au centre de ma vie, j'avais pas encore appris à me dire si j'ai des pensées, c'est pas pour rien, tu vois? Je me suis juste dit, «Bon, bah, je suis dans une phase, je sais pas, j'ai pas de motivation, c'est une passade, ça va aller» et puis, en fait, les mois se sont passés et à un moment donné, mon corps a pris le relais. C'est-à-dire que non seulement tous les matins, je me levais, j'avais pas envie, pas de motivation, pas d'énergie, mais en plus de ça, après, mon corps s'y est mis. J'ai commencé à avoir de plus en plus de problèmes au niveau de ma santé. Je tombais malade de plus en plus souvent alors que je suis quelqu'un qui tombe très rarement malade. J'ai eu de graves problèmes de peau. Ce n'était pas seulement de l'eczéma, c'est comme, je t'en ai déjà parlé et j'en ai parlé aussi sur mon podcast. J'ai eu la disparition de 3 empreintes digitales. Mon médecin n'avait pas compris ce qui se passait et c'est-à-dire qu'à force que je revienne et elle savait que d'habitude j'étais pas malade, c'est elle qui en est venue à me dire: «Comment que ça se passe?» Et j'ai eu: «Comment ça, comment que ça se passe?»
«Bah, comment que ça se passe pour toi? Comment tu vas?» Et là, je lui dis: «Bah, en ce moment, je suis fatiguée, j'ai pas de motivation» et puis là, en fait, les mots ont commencé à être posés sur ce que j'étais en train de vivre et surtout, elle a pu poser le diagnostic sur ce que j'avais. En fait, c'est grâce à elle que que j'ai appris et que j'ai reconnu que j'étais en burn-out et en dépression. Parce que elle me connaissait avant, elle a vu que ça allait de moins en moins bien, que j'étais de plus en plus malade et surtout, bah, ça se voyait au niveau de mon visage et de mon caractère. Enfin, je m'effaçais petit à petit, mais vraiment, c'est comme si toute la perte de motivation, de volonté et d'énergie était inscrite sur mon visage. Genre, je devenais juste une carcasse qui était en plus en train de se décomposer donc c'était vraiment, c'était très compliqué et quand tu es dans l'engrenage, tu ne vois pas forcément le truc arriver, tu te vois pas en train de chuter, de tomber et cetera donc c'est pour ça que c'est important, voilà, si vous sentez que vous avez plus trop de motivation, plus trop d'énergie, parlez-en et cherchez un peu les causes et donc c'est comme ça que mon médecin en est arrivé à me dire: «Écoute, Sarah, tu es en train de faire une dépression et un burn-out». Et et là encore, c'est passé une seconde étape et je pense que c'est aussi important d'en parler. C'est-à-dire que j'ai un moment, un peu de flottement où je me suis dit: «Ah! Bah, en fait, c'est pour ça que j'ai plus de motivation, que j'ai plus d'énergie. OK» et j'en suis restée là. C'est-à-dire que mon médecin venait de me dire que j'étais en train de faire un burn-out et une dépression, mais ça s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'il y a pas une ouverture genre, ça serait bien, que tu ailles voir, un spécialiste. Enfin, je sais pas, je remets pas en cause son professionnalisme parce que c'est une très bonne médecin, mais c'est vrai que peut-être qu'à l'instant T, elle s'est pas dit que c'était urgent pour moi d'aller voir un psychologue, par exemple. Elle m'a soignée à base de plantes parce que c'était ma volonté. Je ne voulais pas tomber dans l'engrenage de cachets et cetera, de traitements et c'était encore enfin, je pense aussi que je suis une personne qui est forte et mentalement, j'entends, même si j'ai fait une dépression, un burn-out, je pense qu'elle a vu aussi qu'au fond de moi, je devais avoir la volonté de m'en sortir et cetera et cetera et donc bah, il y a eu ce moment effectivement de flottement où j'avais un mot qui a été posé sur ce que je vivais, mais je suis pas allée plus loin et donc j'ai encore traîné ça quelques mois. Je suis encore tombée malade, j'étais encore en arrêt par rapport à mon métier et à un moment donné, je me suis dit: «Non mais là, ça va toujours pas, je me sens pas mieux». Bah, c'est normal parce que je changeais rien en fait à ma situation et un jour, j'ai ouvert, une page internet et j'ai tapé dépression et j'ai tapé burn-out et en fait, j'ai fait des recherches sur la dépression et sur le burn-out pour savoir ce que sont ces maladies et surtout, bah, les symptômes parce que, après ça dépend des personnes, mais moi, je sais que j'aime bien connaître les symptômes parce que ce sont les symptômes qui t'avertissent du message, du fait que tu es en dépression, en burn-out et cetera et donc là, j'ai vu que, bah, que le burn-out, ça il y a plein de signes physiques. Il y a la perte d'énergie, donc ça, je l'avais. Une fatigue permanente et profonde, je l'avais. Dans certains cas, des maux de dos, bon, ça, je les ai de manière quotidienne, donc c'est pas un je m'en suis pas rendu compte à ce niveau-là. Ça crée des insomnies, voilà, chez certaines personnes. Pareil, moi, j'ai souvent eu des soucis de sommeil, donc c'était pas non plus ce qui m'avait sauté aux yeux. Des migraines, des maux de ventre, des infections, des maladies et cetera et après ça peut se manifester plus au niveau de la tête. On ressent un vide émotionnel, de l'anxiété, on est beaucoup plus irritable, on ressent un isolement et là, je me suis dit: «Oh, mais attends, je rentre vraiment dans pas mal de cases et effectivement, je comprends pourquoi on m'a posé ce diagnostic» et en voyant les mots posés, en sachant que j'étais dépressive et que je traversais un burn-out, je me suis dit: «Bah, maintenant, regarde un peu de manière quotidienne, quand est-ce que tu ressens ce genre de choses?» et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais mais en plein dedans et que j'ai voulu m'en sortir et que je suis passée par l'étape, du psy. Je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions parce que c'est vrai que je me suis un peu emportée, mais je pense que, voilà, c'était important de remettre, le contexte et heu et surtout de parler Ouais. de ces symptômes du burn-out, quoi. Mmh. Oui, je pense que c'est important de recontextualiser un peu tout ça et forcément ça prend du temps, mais en même temps, la majorité du temps, le burn-out, on met trop de temps à s'en rendre compte, donc on laisse installer beaucoup de choses. Donc là, quand tu nous le décris, c'est exactement ce qu'on perçoit de ce que tu as vécu toi-même
et je pense que c'est important de le détailler vraiment en tant que tel parce que c'est ce par quoi passe la majorité finalement, des personnes en tout cas qui vont vivre, le burn-out et qui est d'ailleurs pas toujours évident à diagnostiquer. Mmh. Puisque comme tu l'as dit, toi tu es repartie à plusieurs reprises chez le médecin et moi j'en parlerai plus tard, mais ça a été très, très compliqué. J'étais vraiment bien loin d'imaginer qu'il pouvait y avoir, quelque chose de psychologique, de psychosomatique dans tout ce que je vivais et ainsi de suite. Hem, donc je crois que oui, c'est important de commencer par remettre le contexte et comprendre, ce que c'est aussi un petit peu finalement le burn-out. Ouais et bah, déjà, je pense que c'est important de comprendre ce que c'est, comme tu dis, de savoir, comment que ça se déclenche, les symptômes et ce qu'est vraiment cette maladie, parce que c'est vraiment une maladie, que ce soit la dépression et le burn-out. Hem et surtout, c'est important de savoir comment ça s'installe un peu chez les gens parce que, on a chacun des parcours, je pense, différents avec le burn-out et la dépression. Bon, là, on va plus parler du burn-out, mais moi, vraiment, ça s'est mis, très progressivement. Du coup, tu vois pas forcément que tu es en train de tomber dans un burn-out et surtout dans un engrenage qui est très négatif pour toi. C'est-à-dire que, bon, bah, je pense qu'avant que j'ai des difficultés à me lever le matin, j'étais surtout, ça se passait quand j'étais sur mon lieu de travail. J'étais au travail, j'arrivais le matin, je voyais toutes les personnes qui tiraient la tronche, qui étaient négatives, enfin déjà il y avait une atmosphère. C'est-à-dire qu'il y avait un environnement qui m'a pas aidée. Tu voyais, la secrétaire, les employés, tout le monde tirait la gueule, que ce soit le directeur, jusqu'en de tous les échelons, tous les domaines, l'entreprise tirait la gueule. Et moi, je suis arrivée là-bas, j'étais souriante. Enfin, du coup, il y avait déjà un fossé, tu vois? Et hem et donc au quotidien, forcément, ça te pèse. Cette négativité, elle te pèse. C'est une atmosphère qui est pesante et donc tous les matins, je suis là: «Mais pourquoi tout le monde tire la gueule?» Enfin, c'était vraiment mais donc il y avait ça. Ensuite, il y a eu le travail qui s'est ajouté à ça. Parce que plus ça avançait et moins je voyais de sens à mon boulot, j'étais là: «Mais qu'est-ce que je Mmh. fais? Qu'est-ce que je fous là?» Je suis en train de me plier en 4, je carbure, comme une dingue pour sortir un boulot monstre, tout ça pour rien. Parce que j'avais jamais les remerciements à ma juste valeur, enfin on reconnaissait pas mon travail, on me reconnaissait pas même en tant qu'être humain, enfin c'était très, très lourd donc ça se rajoute et puis, bah, du coup, quand tu rentres chez toi, tu te dis: «Oh putain, ah j'ai pas envie d'y retourner demain. Vraiment j'ai pas envie d'y retourner demain». Donc déjà le soir, tu commences à ressasser. Ah là là, tu ressasses ta journée, tu dis: «Putain, enfin, je travaille tout ça pour ça, dans un environnement qui me plaît pas, un boulot qui me passionne pas». Donc tu te couches, tu es pas motivé et comme on dit: «Ta pensée du soir, c'est ta pensée du matin». Donc le Mmh. réveil sonnait, le cerveau s'enclenche et tout de suite, la première pensée que j'avais, c'est: «Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Vraiment, pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je vais faire?» Enfin et hop, là, j'étais repartie pour un tour et du coup, c'est ça qui crée aussi le manque de sens, la perte de motivation, la perte d'énergie parce que quand tu as plus de sens, tu as pas de motivation et tu as pas d'énergie. C'est simple, ça va de pair. Hem et ça s'est mis en place vraiment genre tout en douceur, mais ça a été quand même assez violent parce que tu te rends compte qu'il y a plus rien qui va et en même temps, tu sais pas quoi faire. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à partir dans le burn-out, tu sais juste que ce que tu fais, ça n'a plus aucun sens. Tu as les maux, physiques qui apparaissent, ensuite les maux psychiques et le problème, c'est que des fois, pas toujours, mais ça engendre sur une dépression et alors là, quand tu as la totale, tu es en train de si tu veux, dans ta tête, alors soit c'est le néant, soit tu ressasses en permanence et surtout, tu as beau être entouré physiquement par ton entourage, personne ne va réellement te comprendre et du coup, tu te sens incompris et tu te dis: «Ouais, mais si je suis incompris, mais qu'est-ce que ça s enfin, à quoi bon, quoi?» et en fait, tu continues à creuser et cetera donc c'est très, très difficile, je pense, enfin, je sais pas, je pense, c'est très difficile, de constater qu'on est en burn-out et surtout de qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, quoi? Mmh. Et il y a quelque chose que dont tu as parlé que je trouve hyper intéressant et hyper important, c'est cette difficulté liée à l'entourage. L'entourage, en tout cas moi dans mon cas, l'entourage ne comprend pas. Ouais. Ne comprend pas ce qui se passe. J'ai jamais eu, quoi que ce soit qui ressemble à ça jusque-là et du jour au lendemain, plus rien ne va et ne comprend pas et en même temps se rend pas compte.
à quel point tu es mal. Parce qu'entre ce qui se passe à l'extérieur, comment la personne, enfin comment on te voit physiquement et ce que tu vis à l'intérieur, il peut y avoir un fossé. Et j'en parlais récemment avec des personnes de mon entourage aujourd'hui, donc en étant sortie depuis un certain temps déjà. Et en fait, je me suis rendu compte, et certains ont pris conscience à quel point ils n'ont pas considéré comment j'allais mal. Mais parce Mmh. que moi aussi, je posais certains mots et je posais peut-être pas tous les mots dessus. Et j'avais déjà tellement peur pour moi que j'essayais de rassurer les gens comme je pouvais. Enfin, tu vois, il y avait un truc qui était hyper ambivalent aussi. Et en fait, c'est aujourd'hui que je prends moi-même la mesure de à quel point j'allais mal, et Dieu sait que j'allais mal. Et en même temps, c'est seulement aujourd'hui que les personnes autour de moi commencent à comprendre aussi ce que j'ai vécu. Mmh. Ouais, je trouve ça vraiment important de parler de ça parce que alors, déjà, souvent, pas tout le temps, hein, mais souvent quand, on se rend compte qu'on est en burn-out, quand on voit notre entourage, bah, on est content de les voir. Donc déjà, je pense que de base, tu souris quand tu vois tes proches parce que tu es content de les retrouver. Tu parles de plein de choses, donc ça va. Donc si tu veux, c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que ça va. Sauf qu'au fond de toi, mais c'est une catastrophe par rapport à ton quotidien et à ton emploi. Et puis même des fois, tu es un peu gêné d'en parler, tu n'oses pas ou tu te dis: «Non mais ça va aller, c'est une passade». Et en fait, c'est tout Mmh. ça qui rentre en jeu. Et il y avait autre chose que j'avais aussi envie de rajouter. Je pense que c'est important pour pas en vouloir à l'entourage parce que l'entourage, malheureusement, bah, déjà de un, c'est sûr que quand votre entourage vous voit arriver avec le sourire, on se dit: «Ça va». Donc des Mmh. fois, il y a des facteurs qui font que l'entourage ne voit pas ou n'est pas sensibilisé au burn-out, au fait que vous traversez un burn-out. Donc il y a ça et il y a aussi, les fameux filtres. Enfin moi, je sais que j'ai vu différents filtres en fonction, de la génération. C'est-à-dire que la génération de ma grand-mère, qui a connu, le travail, coûte que coûte, parce qu'à l'époque, c'était comme ça, c'était pas autrement. À l'époque de nos grands-parents, c'était, on faisait un métier, c'était même pas un métier des fois passion, hein, c'était on devait faire un métier pour faire un métier, parce qu'il fallait une rentrée d'argent, ensuite il fallait construire se marier, construire sa famille. Il y avait beaucoup dans le contexte social, c'était ça. Je trouve. Et donc forcément, quand, je parlais de mes difficultés à ma grand-mère, c'était: «Mais je comprends pas pourquoi tu te mets dans ces états-là, en fait, pour ton travail. C'est un travail, va lève-toi le matin et va travailler, tu rentres le soir et c'est là que tu vis». Donc tu as la génération des grands-parents qui, pour eux, le travail, c'est le travail et c'est quand tu rentres du travail que commence ta vie. Donc déjà, il y a ce filtre-là. Ensuite, il y a le filtre, plutôt des parents. Alors après ça dépend des familles, hein, mais en tout cas moi, par rapport à ce que j'ai vécu, c'était ça. Après j'ai le filtre des parents qui ont un peu plus de conscience que, bah, vu que tu passes une grande partie de ta vie au travail, c'est, quand même important d'être bien. Mais alors attention, garde un CDI. Alors ça rebondit par rapport au podcast de la semaine précédente où on parlait de l'entrepreneuriat et il y a aussi cette partie-là genre, oui, alors quitte pas trop ton boulot, hein, parce que, par les temps qui courent, avoir un boulot, c'est difficile. C'est bien d'avoir un CDI. Ah, tu cherches à construire, ton futur, avoir un appartement, une maison, construire avec quelqu'un, donc garde un CDI, c'est ultra important pour, un achat immobilier, donc tu vois, tu as plein de filtres, tu as plein de retours, de vision de choses, hem, en fonction du contexte, de l'environnement et cetera et puis, tu as des amis aussi qui des fois minimisent un peu les choses parce qu'ils sont pas au courant de l'impact que peut avoir un burn-out au quotidien. C'est-à-dire qu'on se dit: «Oh» mais comme nous, même quand on le vit, hein: «Ah c'est passager, d'ici 2 semaines, t'inquiète pas, c'est de l'histoire ancienne. Allez, requinque-toi, regarde une série qui te fait du bien, sors, va voir des amis, va voir ta famille» et oui mais non, ça marche pas comme ça et donc je trouve que c'est important aussi Mmh, de sensibiliser, de ne pas en vouloir non plus à l'entourage parce que des fois, c'est un peu maladroit. Des fois, l'entourage ne se rend pas compte de leur propre filtre, donc du coup, ça déforme, enfin, ça joue sur leur vérité. Ce qui leur semble juste à eux n'est pas juste pour nous. Donc faites attention au niveau de leur filtre, de ce qu'ils ont eux vécu et connu.
pour pas que vous dites que votre famille en a juste rien à foutre de votre, cas. C'est pas vrai, c'est juste que d'après eux, d'après ce qu'ils ont connu, c'est comme ça. Et surtout donc c'est pour ça que je rebondis, on en a parlé la semaine dernière, genre touche un mot, mais encore une fois, faites-vous accompagner parce que moi, c'est comme ça que j'ai pu m'en sortir, que j'ai pu poser les mots sur pas mal de choses et surtout me faire, sentir entendue et soutenue. Je trouve que c'est ultra important de pour te détacher d'une maladie et surtout du burn-out, déjà de faire le constat que tu as un burn-out, de poser les mots dessus, pourquoi pas pour dans certains cas de faire une recherche sur, le burn-out pour vraiment comprendre les mécanismes et comment ça fonctionne et ensuite, bah, te faire accompagner pour en sortir. Donc ça c'est mon retour, par rapport au burn-out. Je sais pas si tu as d'autres questions ou sinon, je te renvoie la balle pour savoir, toi comment que ça t'est tombé dessus et comment, tu as perçu les choses? Avant d'en arriver à moi, j'avais envie d'ajouter des petits points, alors principalement liés à cette histoire, d'entourage justement. Je suis complètement d'accord avec toi, l'entourage fait simplement comme il peut avec les outils qu'il a et il y a quelque chose qui est très important et je pense qu'on le sait tous aujourd'hui, c'est que, la santé mentale pendant des années, ça n'a pas été considéré. C'est-à-dire que tu vas voir ton entourage, tu leur dis: «Je me suis cassé une jambe». OK, ils ont de la peine pour toi, ils vont te soutenir et tout. Tu leur dis, «Je fais des crises d'angoisse», personne te comprend. Mais personne te comprend parce qu'on se dit: «Bon, ouais, ça va quoi» et en même temps, il faut être honnête aussi et moi la première, je suis une personne, très calme dans la vie de tous les jours, très zen, tu vois? Pas du tout anxieuse et ainsi de suite et je me souviens au collège et au lycée de personnes qui me disaient: «Ouais, je fais des crises d'angoisse, j'ai l'impression que je vais mourir» et je me disais: «Non mais attends, elle a l'impression qu'elle va mourir et un peu plus, non encore?» tu vois? Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là parce que en fait, je l'ai pas vécu et que je me dis: «Ouais, bon, elle est juste un peu stressée, elle a une boule au ventre comme moi quand je suis un peu stressée». Enfin, je pense que c'est très difficile d'avoir conscience de ce que vit la personne en face quand tu l'as pas vécu toi-même, tout Mmh. simplement. Et donc il y a cette réalité-là que pour des personnes qui n'ont jamais eu de difficultés de santé mentale, que ce soit de l'anxiété, que ce soit du burn-out, que ce soit de la dépression ou peu importe, c'est très compliqué de le comprendre parce qu'ils se disent juste: «Bon, ben, tu te fous un petit coup de pied au cul, tu repars et puis ça va aller». La réalité, elle est pas là et après, elle dépend bien évidemment de chaque personne, mais c'est beaucoup plus complexe. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a cette problématique-là et au-delà, que ce soit lié à leur propre filtre, je crois que c'est lié au filtre de la société de manière générale et aux injonctions de la société. Parce que, ben, on parle tellement peu de cette santé mentale, bien qu'on est d'accord, ça se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis quelques années. Mais jusque-là, on en parlait tellement peu qu'à un moment donné, ben, ils ont les injonctions qu'on leur a toujours données et s'ils s'en sont pas détachés, ben, forcément, ils continuent à regarder par ces filtres-là, en effet. Donc je pense que c'est vraiment important, d'en avoir conscience et à nous aussi, de notre côté, d'oser peut-être en parler en même temps. Parce que, la réalité et moi j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est que j'avais du mal à en parler personnellement parce que par peur de pas être comprise, parce que je me disais, «Bon, c'est rien», comme tu dis, jusqu'au moment où tu passes dans l'autre stade et que tu te dis: «En fait, je vais jamais m'en sortir» parce qu'en fait, je suis aussi passée par l'autre côté. Tu as quand même les extrêmes, hein, de ce côté-là, où, j'ai pas envie d'inquiéter mon entourage ou je ne sais quoi d'autre. Mais en fait, nous-mêmes, en ne nous exprimant pas, déjà, on maintient, tout ça à l'intérieur de nous et c'est pas forcément pour du bon et on empêche notre entourage de comprendre. Parce que, les mots que je pose aujourd'hui et la manière dont j'explique les choses aujourd'hui, si je les avais expliqués à l'époque, je pense qu'il y en a certains qui auraient bien plus pris conscience de ce que je vivais, sauf que j'ai jamais osé le dire en fait jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Je suis totalement d'accord et je rebondis rapidement, sur un point avant de te laisser la parole par rapport à ton vécu. Hem, aussi, vu que ça s'installe un petit peu progressivement, le burn-out, tu sais, il y a un facteur qui rentre en jeu, puis un autre, puis un autre et ça fait l'effet, ce que j'appelle boule de neige et ça t'amène au burn-out, pardon et en fait, je pense que quand on est dedans, on a tellement l'impression que c'est notre quotidien et que c'est comme ça, que quand on en parle, on minimise nous aussi le truc. C'est-à-dire qu'on a tellement pris l'habitude d'avoir plus d'énergie, plus de motivation, plus d'envie, plus de volonté, que quand on dit aux gens,
Bon, bah, je traverse un burn-out. Ah! Alors déjà, tu sais, tout le monde est un peu genre: «Mais, enfin, quel burn-out?» et on n'a pas, je pense que, de manière générale, très peu de gens ont conscience et connaissance de tous les symptômes du burn-out parce qu'il y en a énormément et au quotidien, c'est très, très lourd à porter et donc déjà, il y a cette non-connaissance de l'extérieur. Des fois, peut-être aussi cette non-connaissance de nous par rapport aux symptômes et vu qu'on le vit au quotidien, bah, on minimise un peu le truc. Voilà, c'est parce que, bah, pour nous, c'est devenu normal de se lever le matin sans énergie et de trimballer, une flemme, durant toute la journée et quand on en parle, c'est vrai qu'on dit, «Bah, ça va pas trop». Bah, non, en fait, vraiment pas, quoi. Enfin, ça va vraiment pas au point que tous les matins, je cherche un sens à ma vie. Enfin, c'est quand même assez grave, quoi et et pareil pour l'anxiété, quand on fait des crises, des questionnements, quand on a des douleurs, enfin, ça s'est tellement mis petit à petit, j'ai envie de dire quasi doucement que ça en arrive, comme tu l'as dit, c'est j'ai l'impression qu'il y a un peu, tu sais, ce avant-après et qu'avant on dit: «C'est pas grand-chose» et puis à un moment donné, on passe un stade et là, c'est on ne sait pas comment qu'on va remonter la pente. J'ai l'impression qu'il y a Mmh. vraiment aussi ce milieu-là qui est violent parce qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu as ultra minimisé le truc et que là, tu sais vraiment pas comment t'en sortir, là, c'est violent. Là, c'est violent et c'est là qu'il faut que tu sois accompagné parce que, tu as besoin d'aide. Clairement, enfin moi je sais que j'avais beau avoir tous les outils, toutes les connaissances en développement personnel, en psychologie, en neurologie, enfin, j'ai pas toutes les connaissances, mais j'en ai suffisamment pour savoir comment ça fonctionne, comment s'en sortir, mais je n'y arrivais pas. C'est-à-dire Mmh. que tu sais, mais à un moment donné, bah, faut le faire, mais des fois, c'est difficile de le faire quand tu es dedans, enfin, voilà, donc faites-vous accompagner et du coup, ouais, tout ça m'amène à être très curieuse sur ton parcours à toi par rapport au burn-out. Comment qu'il est arrivé chez toi? Comment qu'il s'est installé? Quels ont été les symptômes que tu as eus? Raconte-nous tout. Mmh. Alors je vais le faire en 2 parties parce qu'en fait, j'ai pas compris ce qui se passait et surtout je l'ai compris, je pense, beaucoup trop tard et c'est aujourd'hui, mais avec, plusieurs années de recul, que je commence à me rendre compte peut-être de où c'est parti, pour te dire, hein. Donc moi, j'ai vraiment pas compris le point de départ. La réalité de comment je l'ai vécu, c'est que j'étais en formation, intensive pour apprendre le basque pendant 6 mois. Je passais les meilleurs 6 mois de ma vie en formation, je m'éclatais, j'adorais apprendre cette langue, j'étais avec des personnes que j'aime profondément, enfin voilà, le feu quoi. En plus, des grandes facilités pour moi pour apprendre le basque, donc tu vois, je bossais pas le soir, enfin j'étais vraiment en mode: «Mais tranquille, je me prends pas la tête» et tout ça et arrive le moment de passer les examens de basque, donc aucunement stressée, puisque tempérament très calme. Je passe l'écrit, je me dis: «Bah, je vais l'avoir haut la main, je m'en fiche». Je passe l'oral, j'y vais de la même manière et en sortant de l'oral, donc on passe tous l'oral ce jour-là et on se dit après coup: «Bon, ben, on va aller, manger tous ensemble et tout, pour fêter, la fin des examens, machin», et on part manger ensemble et au milieu du resto, alors qu'on était en train de manger, d'un coup, je commence à sentir, la tête qui tourne, je commence à pas me sentir très bien, enfin trop bizarre. Je comprends pas ce qui se passe, mon cœur un peu qui s'accélère, l'impression de commencer à devenir angoissée, chose que je ne connaissais pas et donc je me dis: «Je vais sortir devant le resto, je vais aller me poser et tout ça et puis ça va passer». Sauf qu'en fait, ça ne passe jamais. C'est que je me retrouve assise devant le resto toute seule. Bien sûr, je ne préviens personne, donc personne ne sait que ça va pas et puis ça va pas, ça évolue de pire en pire, mais j'ai l'impression que je vais mourir quoi, à un moment donné. Et j'ai une des personnes qui finit par sortir, qui est avec moi et qui me dit: «Mais Coraline, qu'est-ce qui se passe et tout?» Donc je lui explique que ça va pas, machin, donc elle commence à me dire: «Bon, fous tes jambes en l'air et tout, peut-être que tu fais un malaise, machin». Ça avance pas, on finit par appeler le SAMU, enfin ça part loin, hein, l'histoire. Et bon, le SAMU me dit: «Beh, essayez de vous poser un peu, prenez du sucre, et voyez comment ça se passe. Si vraiment ça va pas, vous nous rappelez, machin». OK, ça va pas mieux. Je dis à 2 personnes, je commence à avoir envie de vomir, mais des vomis, enfin vraiment, des hauts le cœur horribles et tout et je dis à 2 personnes: «Est-ce qu'on peut s'éloigner, aller marcher un peu?» Mais j'arrivais quasiment plus à marcher, donc elles m'aidaient à marcher et je finis par, vomir en plein milieu d'une rue, mais tu mais à ne pas pouvoir me retenir 30 secondes, mais un truc de fou. Je vomis plusieurs fois et tout et donc elles finissent par me ramener à ce moment-là chez mon grand-père qui habite pas très loin
Donc je m'allonge là-bas toute la journée et tout, je me repose tranquille et il y a un côté de moi qui est dans une incompréhension totale de ce qui vient de se passer, alors que j'étais dans un moment festif, que tout allait bien. Et pour l'anecdote, je suis sortie première de ma promo, enfin tu vois vraiment, mais aucune angoisse à avoir, tout allait bien dans ma vie, quoi. Et donc se passe tout ça, et les jours qui suivent, toujours pas trac, pas trop d'énergie, un peu la boule au ventre, envie de vomir, enfin tu vois, très bizarre. Je sens que ça passe pas, je vais voir le médecin et tout. Il me parle d'une gastro. Ok, j'ai une gastro, donc je continue à avancer. Et ça va toujours pas, et je commence à reprendre un boulot, et je me sens pas bien dans ce boulot. Le matin, je m'arrête sur la route pour vomir avant d'aller au boulot. Enfin, t'imagines les trucs, quoi, des trucs, mais juste horribles. Et je vais chez le médecin à plusieurs reprises. Après, on me sort que je suis enceinte, on me fait passer des prises de sang. Je suis pas du tout enceinte, il n'y a rien de tout ça. Et plus ça va, plus les médecins commencent à s'inquiéter, mais ils s'inquiètent physiquement en fait de ce qui se passe pour moi. Donc ils me font passer des examens. Et après, il y en a qui poussent jusqu'à me dire, mais vous avez un truc grave en fait, madame, à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas un cancer ou un truc comme ça? Enfin, tu vois, on commence à partir dans des choses à des extrêmes. Autant te dire que ben, forcément, je commence à avoir peur à un moment donné pour ma vie. Euh, et plus j'ai peur et plus je rentre dans cet engrenage que ben, je déclenche des angoisses en permanence, que dès que j'ai une sensation un peu particulière dans mon corps, j'ai l'impression que je vais mourir, donc je déclenche des crises d'angoisse n'importe quand. Enfin, ça commence à être un truc pas bon du tout, jusqu'à donc crise d'angoisse en permanence, faire de l'anxiété généralisée, donc pour le coup c'est de l'anxiété à tout moment, j'arrive plus à sortir en dehors de chez moi, j'arrive plus à aller au resto, j'arrive plus à aller bosser, je n'arrive plus à rien. Des extrasystoles, donc c'est des décharges au niveau du cœur, t'as l'impression que t'as ton cœur qui lâche d'un coup. Ça, je commençais à en faire au début une fois par jour, puis deux fois par jour, puis trois fois en 10 minutes, jusqu'à appeler à nouveau le SAMU, leur demander de venir, qu'ils me passent des électrocardiogrammes, enfin un truc, mais à n'en plus finir vraiment, à croire que je vais mourir du début à la fin. Et je te parle de ça, mais tout ça, ça dure pendant 1 an. Et je continue à travailler. Et des fois, je m'arrête une semaine parce que ça va vraiment plus. Et puis, je repars au boulot. Mais je vis mon boulot en ayant l'impression que je vais mourir au quotidien, en n'ayant plus d'énergie, en n'arrivant plus à me lever de mon lit. Enfin, voilà, des extrêmes vraiment violents. Jusqu'au moment où vraiment j'en peux plus, j'appelle ma directrice et je lui dis demain je vais voir le médecin, je peux plus là, il faut que je m'arrête, enfin il y a vraiment un problème, il faut qu'on cherche plus loin, on m'avait fait des prises de sang à foison, toutes les semaines je faisais des prises de sang, enfin un truc mais... Et personne ne trouvait rien. Et personne à un moment donné s'est dit c'est somatique et il y a autre chose derrière, tu vois, enfin cette question ne s'est jamais posée. Et donc je finis par me faire arrêter et tout, et là mon médecin traitant, j'ai changé en fait entre temps parce que le mien était parti à la retraite. Et donc elle me dit, ben là je vous envoie voir un psychiatre pour voir s'il n'y a pas quelque chose côté somatique et tout ça, parce qu'il y a un truc qui cloche, nous on a tout fait, on trouve rien de notre côté. Et donc je vais voir un psychiatre et c'est là que on commence à échanger et tout ça, et qui me pose du coup le diagnostic de burn-out. Donc si tu veux, avant d'en arriver au burn-out, pendant 1 an, je suis dans une maladie physique d'après moi, et pas le reste. Enfin, franchement, on a tout vu, hein, sclérose en plaques, enfin, on m'a tout diagnostiqué, et encore aujourd'hui, il y a des diagnostics qui ont même pas été enlevés, pour te dire. Enfin, vraiment, on m'a foutu toutes les casquettes qui pouvaient exister. Sauf que moi, j'en parle avec le psychiatre et je lui dis, mais attendez, je comprends pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est au moment où je me sens le mieux dans ma vie que ça se déclenche. Tu vois, parce que le jour où ça se déclenche, mais quel est le lien? Je ne travaillais pas, je sortais de formation à ce moment-là. Et il me dit, mais ça peut en fait venir depuis un certain temps. Peut-être qu'il y a des signaux que vous n'avez pas vus pendant un certain temps, et petit à petit ça s'est accumulé. Et là, le fait justement de savoir que vous alliez finir votre formation et donc repartir dans la vie professionnelle, c'est pas au niveau conscient, c'est au niveau inconscient que ça s'est joué. Votre corps, il a dit non, parce qu'il n'était pas prêt à y repartir, et parce que vous aviez peut-être vécu des choses, et ainsi de suite. Et donc petit à petit, au début, je me disais, ouais, enfin, ça va, j'ai bien vécu. Avant ça, j'ai fait ma formation de d'éduc, j'ai bossé quelques mois et je suis partie directement en formation de basque. Donc je me disais, bon, j'ai bien vécu et tout. Et en fait, il a fallu des années. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que euh, la première structure que j'ai fait en stage, je me suis retrouvée face à de la maltraitance, de professionnels qui maltraitaient des enfants. Donc comment tu commences dans ta vie professionnelle? J'avais 17 ans à ce moment-là. Je me suis retrouvée à devoir dénoncer du coup ce genre de choses, donc c'est des choses qui sont quand même très compliquées. Donc t'arrives
la boule au ventre, des professionnels du coup avec lesquels j'étais pas en accord et j'ai clairement clashé et qui m'ont renvoyée à ma posture de stagiaire en me disant non mais enfin reste à ta place. Et donc je venais tous les jours travailler en n'étant pas bien, tu vois, à l'intérieur de moi. Et en fait, derrière j'ai eu d'autres stages et j'ai détesté la majorité de mes stages. Je me suis jamais sentie bien. Déjà, je me sentais pas forcément hyper épanouie en crèche, tu vois, parce que c'est pas forcément ce qui m'animait le plus. Et en plus de ça, je me suis retrouvée dans des équipes détruites elles-mêmes et qui détruisaient les personnes qui rentraient dans l'équipe aussi, tu vois. Et donc, j'ai été mise à mal à plusieurs reprises. J'ai eu un stage où tous les jours j'arrivais la boule au ventre, pareil, enfin, j'étais pas bien, mais je pense que j'avais encore suffisamment d'énergie en fait à l'intérieur de moi, ce qui faisait que j'étais pas bien tous les jours, j'avais pas envie d'y aller, mais jamais à ne plus avoir d'énergie, à ne plus réussir à sortir de mon lit, à déclencher des crises d'angoisse, tu vois, jamais à ce stade-là. Et du coup, j'ai enchaîné tous ces trucs-là. Derrière, j'ai fait quand même 2 stages qui m'ont vraiment plu, où je me suis sentie vraiment bien, mais plutôt côté protection de l'enfance. Sauf que la réalité, c'est qu'en sortant du diplôme, pas de boulot en protection de l'enfance, donc la seule possibilité, c'est repartir en crèche. Donc à ce moment-là, je repars en crèche quelque temps. Hem, Pendant l'entretien, on m'explique que c'est une équipe qui va particulièrement mal et qu'en gros, je vais avoir un rôle très important et décisif dans l'idée de sauver cette équipe. T'imagines que tu sors de formation et ton premier poste, on t'annonce que tu as une responsabilité qui est quand même énorme. Et moi, je l'apprends parce que je suis absolument dans ce rôle du sauveur à ce moment-là et que je veux sauver le monde et que je pense que je suis Wonder Woman. La réalité, c'est que personne ne l'est, que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, je sens que je fatigue un peu sur ce boulot-là et en même temps, bon, il me plaît pas plus que ça, je fais pour faire, quoi, parce que je dois faire et parce que c'est comme ça. Et derrière, je pars du coup dans cette formation de basque et je pense qu'à la fin de la formation de basque, je savais que j'allais repartir en crèche, je le savais déjà. Et mon corps, en fait, à ce moment-là, m'a dit non. Dès ce moment-là. Chose que je n'ai pas du tout su écouter du coup. Et pendant 1 an, j'ai continué voilà, à trimer pas mal. Et du coup, voilà, après je me retrouve en arrêt avec des symptômes à n'en plus finir. Et pour le coup, moi, c'est principalement physique. Toi, tu parlais des pensées et tout. Euh, Moi, à ce moment-là, je me rends pas compte que j'ai des pensées qui vont avec, tu vois. Je me rends vraiment compte juste des gestes, enfin des gestes, des sensations que je peux avoir et tout. Mais tout ce qui se passe autour, j'en prends pas conscience. Je me rends pas compte que ça fait des années que je fais une formation et que je me dis qu'en fait, ce qui se passe sur le terrain, ça me convient pas et que je me sens pas bien et tout ça, tu vois. Tout ça, je le visualise pas à ce moment-là. Et donc, j'ai l'impression que c'est juste mon corps qui a lâché à un moment donné et qui me fait m'arrêter. Et donc, je pense que je m'arrête quoi à ce moment-là, 2 mois ou 3 mois, quelque chose comme ça. Je commence un suivi psy également. Je vois plus le bout, hein. Sincèrement, je pense que je remonterai pas la pente hein, à ce moment-là. Je crois que ma vie est finie, donc j'ai quand même 20 ans ou 21 ans et je crois déjà que ma vie est finie, donc c'est assez dramatique. Et je me fais accompagner donc psychologiquement. Ça commence à aller mieux petit à petit, sauf que réalité financière arrive face à moi. Comme j'étais à ce moment-là en CDD, j'ai été prise en charge, je crois, pendant 2 mois par la Sécu, non, ou par l'employeur, et au bout de 2 mois, je touchais plus que la moitié de mon salaire. Sauf que va toucher la moitié d'un salaire quand t'as des choses à payer, que t'as un appartement et tout derrière, mais en fait, je ne peux pas. Donc la réalité fait que je reprends le travail alors que je commence seulement à aller mieux mais que je vais pas bien. Et donc c'est reparti pour un tour, je pars tous les jours au travail en allant mal, en ayant l'impression tous les jours de finir par mourir, mais littéralement, avoir l'impression que je vais mourir au travail, qu'il faut que j'arrête mais que j'ai pas de solution pour arrêter et j'en vois pas à ce moment-là puisque convaincue qu'en fait il faut absolument que j'ai ce CDI, il faut que j'ai ce poste, il faut et ainsi de suite. Et, euh, Et je me retrouve à plusieurs reprises en arrêt. En fait, je reprends le travail 2 mois, je m'arrête 2 semaines parce que ça va vraiment plus, et puis ça va un tout petit peu mieux et je reprends. Et je fais que basculer dans un sens et dans l'autre jusqu'au fameux jour qui correspond pas très loin de mon entrée en sophro et tout ça, où j'ai une grosse prise de conscience avec la sophro et aussi avec la psy que je vois en parallèle, et où je me dis, mais en fait, à quel prix quoi? Je vais travailler à quel prix? Si c'est au prix de ma mort, de ma mort à 21 ans, est-ce que vraiment ça a un sens? Parce que littéralement, moi, je ne vois plus le bout. Et quand je parle de mort,
enfin, j'avais pas de pensée suicidaire à ce moment-là. J'ai pu vaguement y passer, enfin, ça a pu me traverser l'esprit comme sûrement beaucoup de personnes une fois dans leur vie, mais sans jamais me dire, tu vois, que j'aurais pu faire ça. Mais je pensais mourir parce que physiquement, je sentais mon corps mourir, en fait, tu vois. Et, et en fait, ça a été un trop-plein qui a fait que du jour au lendemain, il y a eu la fois de trop, j'ai eu des extrasystoles et des trucs comme ça, et où je me suis dit, bah en fait, juste, je quitte tout. Et je sais pas ce que j'aurai derrière, c'est pour ça que je disais dans le précédent épisode que moi, j'avais pas réfléchi et que je suis partie, mais parce que peut-être que j'étais à un point de non-retour et que j'avais plus le choix. En tout cas, moi, j'avais plus d'autre choix dans, par rapport à mes filtres et dans ma vision des choses. Et donc, du jour au lendemain, mais littéralement, c'est-à-dire que l'après-midi, je commence à faire beaucoup d'extrasystoles qui se déclenchent, mais toutes les 5 minutes. Je finis par appeler le SAMU, ils me disent qu'ils m'envoient quelqu'un parce que là, ça devient anormal d'en faire autant. La personne, donc ils envoient SOS médecin qui arrive 4 heures après. Donc pendant 4 heures toute seule en ayant l'impression que je vais crever, c'est magnifique. Donc il me fait passer l'électrocardio et tout, sauf qu'il n'y a plus rien parce qu'entre-temps ça s'est arrêté bien évidemment. Et ce jour-là, je me dis vraiment, en gros, c'est la fois de trop. C'est la fois que je peux plus accepter. Donc bah, demain, je vais voir ma directrice et je lui dis que j'arrête tout et plus rien ne m'arrête. À ce moment-là, de toute façon, je crois qu'on peut me dire ce qu'on veut. Je crois que je suis prête à me retrouver sous un pont, sincèrement, tu vois, mais vraiment, je me pose plus de questions. C'est juste pour ma survie, j'arrête. Et c'est comme ça que je me retrouve à arrêter et à commencer réellement à prendre soin de moi. Et donc le fameux confinement qui arrive au bon moment, puisque c'est le moment où ben, je sens que j'ai besoin de me retrouver et en même temps je trouve pas le moyen de me retrouver et d'être seule et ainsi de suite. Et alors là, quoi de mieux qu'un confinement pour se retrouver seule face à soi-même. Et je pense que ça a été la plus grande chance que j'ai eue finalement, tu vois, dans mon burn-out. Mais du coup, ça a duré très longtemps en fait. Mmh. Ouais, en fait, de tout ce que je retiens de nos parcours par rapport au burn-out, bah, que chaque parcours est différent, en fait, et je trouve ça ultra intéressant qu'on ait échangé toutes les 2 sur ce sujet parce que, bah, dans mon cas, mon burn-out s'est déclenché de telle et telle façon et chez toi, ça s'est pas du tout passé comme pour moi, tu Mmh. vois? Donc je trouve ça bien, bah, qu'on en parle, qu'on montre aux gens qu'il y a plein de façons et aussi presque de raisons, même si je pense que quand tu es pas en alignement, c'est là que le burn-out et la dépression, viennent faire, un petit toc toc à la porte. Parce que, on a tous, nos valeurs et on est ici pour une mission et si on n'est pas dans la bonne mission ou qu'on est en train de se tromper, bah, l'inconscient, ensuite le conscient et le corps vont parler et vont t'envoyer des signaux pour te rappeler: «Mais c'est pas là que tu dois aller, je te rappelle». Et faut c'est horrible, mais je trouve qu'avec du recul, hein, bien entendu, c'est avec le recul qu'on a maintenant, je pense que toi et moi, on peut dire presque heureusement qu'on est passé par le burn-out parce que le burn-out, c'est tu touches le fond et c'est là que tu as un déclic. Parce que c'est soit tu restes au fond, soit tu veux remonter à la surface. C'est ça, en fait. C'est comme quand tu bah, vraiment, l'image est là, hein, tu touches le fond et tu y restes ou tu remontes et il y en a qui peuvent y rester très longtemps, soit parce qu'ils ont pas pris conscience, soit qu'ils savent pas comment s'y prendre ou je ne sais quelle raison, mais quand tu prends conscience qu'il faut remonter à la surface, ça te fout un déclic et c'est là que tu as un peu, bah, la rage de vaincre parce que mais non, mais comme tu dis, mais tu peux pas mourir à 21 ans et encore moins en disant, «C'est à cause du travail». Enfin, c'est horrible. Enfin, je souhaite à personne de mourir à cause de son travail et peut-être sur le lieu de travail. Bon, après, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en cause quand tu peux Mmh. mourir sur ton lieu de travail, mais je trouve que c'est hyper intéressant de dire ça parce que je pense que c'est tellement grave dans ta tête que ça crée obligatoirement un déclic parce que bah, tu t'es dit: «Mais non, je peux pas rester là, je peux pas faire ça et je peux pas faire ça de ma vie, quoi». Bah, en fait, enfin, on se retrouve dans quelque chose qui est vraiment terrible parce que déjà, enfin, le fait de pas le voir arriver, je crois, en tout cas, moi, tu vois, vraiment, du coup, je l'ai pas, pas du tout vécu puisque, enfin, pas du tout senti arriver puisque je ne savais même pas pourquoi j'en arrivais là. Et même une fois qu'on me pose le diagnostic, je dis, ouais, mais je veux bien, mais en fait, je travaillais pas. Donc, tu vois, il y a vraiment un truc où, mais
pas du tout là-dedans. Et donc le fait que ça te tombe dessus comme ça et qui plus est, tu vois, moi j'ai un tempérament du coup, comme je disais, hyper calme. Je suis partie dans de l'anxiété généralisée, c'est-à-dire que je ne pouvais plus aller au restaurant avec des gens. J'avais peur même d'aller chez les gens. Je pouvais plus y aller. Je pouvais plus sortir boire un verre avec des potes. Je pouvais plus aller dans la foule. Les fêtes de Bayonne, c'était fini pour moi. Tous ces trucs-là, tout était fini. C'est que je ne pouvais plus rien faire. Je n'arrivais plus à marcher en montée. J'avais l'impression que j'allais mourir. Je déclenchais des crises d'angoisse parce que je croyais que mon corps n'était plus capable de tenir. Donc c'est de l'anxiété généralisée partout pour tout. Le seul endroit où j'étais bien, c'était seule et chez moi parce que je sais pas. En fait, j'avais l'impression que je pouvais mourir à tout moment s'il y avait quelqu'un en face de moi, si j'étais au resto, si machin. Tu vois que je savais plus que ce qui pouvait se passer. Et et en fait, je pense que c'est là où ça a été le plus compliqué, c'est que le fait d'avoir mis trop de temps à m'en rendre compte, ça m'a déclenché de l'anxiété généralisée. Et en fait, alors j'ai fait un peu mes recherches et j'ai posé des questions aussi à la psy et ainsi de suite, mais l'anxiété généralisée, tu la déclenches parce que il y a une fois où tu vas à un endroit, ça se passe mal, et puis tu y repars une deuxième fois et ça se passe mal, et une troisième fois et ça se passe mal, et tu commences à te dire, bah, à chaque fois ça va mal se passer, et pareil dans plein d'endroits. Et le fait que pendant des mois et des mois, j'ai continué à aller au boulot tous les jours, en vomissant sur le trajet, en me retrouvant par moments au boulot les jambes en l'air, mais t'imagines, en plus je bosse auprès d'enfants, t'imagines comment c'est dangereux, quoi. C'est que à tout moment je pouvais tomber. Et en fait, le fait de faire ça tous les jours, petit à petit, j'ai ancré en moi que ça allait se passer comme ça à chaque fois et que le risque d'aller au boulot, c'est qu'il se passe ça. Et donc, j'avais peur par anticipation en permanence et là, je pouvais plus rien faire. Et c'est là où je te disais que ce qui a été compliqué pour moi, c'est que ça, en fait, j'en avais honte. Donc, j'ai jamais osé le dire autour de moi. Donc j'ai continué à essayer d'aller au resto et à hyper mal le vivre ou à devoir repartir au milieu. J'ai continué d'aller manger chez des gens et de me retrouver au milieu du repas, à aller vomir dans leurs toilettes ou, tu vois, être dans des états juste pas possibles. En me disant, bah, je sais pas, je dois pas me sentir très bien aujourd'hui, ou j'ai un peu mal à l'estomac, ou bon, en trouvant des excuses pourries. La réalité, c'est que j'étais dans de l'anxiété généralisée, en fait, et que je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai même perdu des amis et des gens autour de moi qui n'ont pas compris pourquoi j'arrêtais de sortir, pourquoi j'arrêtais de faire autant de choses qu'avant, et qui n'ont pas cherché plus loin. Et en même temps, je leur en veux pas, hein, parce que moi, j'ai pris la décision de ne pas en parler non plus. Donc, je peux pas en vouloir à ces gens-là, mais à ce moment-là, j'aurais eu besoin que les gens comprennent. Et en même temps, j'avais pas la force et le courage de dire ce qui se passait réellement à l'intérieur de moi, tu vois. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est vrai et hem et puis déjà, c'était aussi quelque chose qui était pas, enfin, ça remonte à quelques années et j'ai l'impression que c'est une élévation de toutes les consciences, hein. Parce qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas plus que ça, le burn-out et j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir traversé ça et c'est là qu'il y a eu des prises de conscience aussi pour, savoir ce qu'est le burn-out et comment ça se met en place, et cetera. Parce que bon, ça a été étudié il y a plusieurs dizaines d'années. C'est récent, mais c'est pas non plus, de cette décennie-là. Ça remonte à il y a avant qu'ils ont commencé à faire des recherches sur le burn-out. Mais, je pense qu'il y a une élévation des consciences parce que je te disais par rapport au filtre, tu sais, de l'entourage, je pense que plus on avance, plus on prend conscience de certaines choses et en prenant conscience de plein de choses, c'est là qu'on se rend compte qu'on peut traverser un burn-out et en étant Mm. accompagné, d'où viennent les causes. Parce que je trouve ça intéressant, c'est que dans nos 2 parcours, alors peut-être pas tout le monde, mais dans nos 2 parcours en tout cas, c'est arrivé de différentes manières. Mais toutes les 2, on a eu un diagnostic qui a été posé par un spécialiste, que ce soit un médecin pour moi et un psychiatre pour toi et on le répète assez souvent, mais encore une fois, quand ça va mal ou quand vous souhaitez faire un changement, allez voir les spécialistes, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils connaissent ces ces maladies, le tenant, les aboutissants et cetera. Ils connaissent le fonctionnement, les symptômes et ils sont à même de vous dire: «Ça fonctionne comme ça». Et il y a quelque chose dont j'ai envie de parler parce que, ça, c'est quelque chose que je sais et que je peux encore d'autant plus vous le dire avec, le recul, c'est que les maladies, c'est nous qui nous les créons la plupart du temps. Alors oui, il y a des bactéries, oui, il y a des virus, oui. Par contre, il y a beaucoup de maladies, bah, comme tu l'as dit, somatiques. C'est notre psyché,
qui est au courant de plein de choses, de notre mission de vie, de nos valeurs et qui est au courant de tout ça et qui se rend compte de ce qu'on fait et du coup que c'est pas en adéquation ni avec nos valeurs, ni avec notre mission de vie et donc le seul moyen pour elle de transmettre un message, pour que tu restes dans ton alignement, c'est de créer une maladie. Donc c'est pour ça qu'on parle de maladie des fois somatique, c'est parce que c'est ta pensée qui va faire sortir une maladie de plein de différentes façons, hein, mais à un moment donné, il faut envoyer un signal et qu'est-ce qu'il y a de plus parlant qu'une maladie externe? Donc c'est-à-dire que alors des fois c'est très petit, hein, tu peux avoir une petite plaque d'eczéma et tu vas dire: «Bah merde alors, bon bah, ça va passer». Et en fait, c'est plus tu dis: «Ça va passer», plus ça va devenir gros parce qu'à un moment donné, c'est comme toi, je pense, en tant qu'être humain, hein, si tu as envie de signaler quelque chose, au début, tu vas dire: «Excusez-moi» et tu vois que la tablée, elle continue à parler. «Pardon» et tu sais, tu augmentes ta voix et à un moment donné, tu vas taper du poing sur la table: «Bon maintenant ça suffit, j'aimerais parler» et en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que fonctionne la psyché, le cerveau, appelez ça comme vous voulez et c'est ce coup de poing sur la table, c'est vraiment je pense que c'est ce déclencheur que nous, on a à travers le burn-out qui fait que, tout d'un coup, on a une prise de conscience: «Ah mais alors tout ça, ça a créé ça!» En fait, c'est ça qui est intéressant et je suis contente qu'on ait eu ton retour à ce sujet, de ton expérience, d'avoir dit que toi, ça a été ultra brutal. Parce que autant pour moi, tu vois, ça a été très progressif et ça s'est installé dans mon quotidien de manière très progressive. Autant toi, ça a été une claque dans la tronche et tu rien compris et ça a traîné pendant 1 an. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle, qu'on sensibilise les gens au burn-out. C'est parce que très souvent, soit ça s'installe et tu vois rien venir et donc c'est brutal comme dans ton cas, ou alors comme dans mon cas, c'est tellement doucement que je le vois pas venir non plus. Mais dans les 2 cas, on est dans le burn-out et à un Mmh. moment donné, il faut une prise de conscience et surtout, faut se faire accompagner. Je le répète sans cesse, mais vraiment, c'est ça, hein. Faut vraiment connaître et maîtriser le burn-out pour s'en sortir et dans nos 2 cas, finalement, on a été voir, pour ma part, un psychologue et pour ta part, un psychiatre et je pense, sans me tromper, dire qu'on s'en est sorti. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut replonger, mais je pense que là, à l'instant T, on se considère sorti de tout ça. Mmh. Oui, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai eu pour, la petite précision, j'ai vu un psychiatre au départ pour être diagnostiquée, pour être, pour mes arrêts maladie et ainsi de suite. Mais j'étais suivie en parallèle par une psychologue également et je suis même allée plus loin parce que j'ai fait de la kinésiologie. Bon, j'ai fait, d'autres pratiques aussi, de médecine parallèle, on va dire et je pense que c'est vraiment la clé en effet pour s'en sortir quand on tombe euh, dans des maladies si profondes entre guillemets parce que je vois beaucoup de gens et j'en accompagne aujourd'hui des personnes qui ont voulu s'en sortir seules et oui qui vont remonter la pente comme on disait et elles vont remonter la pente 5 minutes, 10 minutes, 10 jours, 20 jours, 30 jours et puis au bout de ce temps-là ça va retomber et ainsi de suite et pour aller mieux sur du long terme ça demande beaucoup de temps, je pense qu'il faut le dire aussi. On peut voir des effets rapidement et des améliorations rapidement. Par contre, il faut pas croire que ce dans quoi tu as été pendant 2 ans, en 2 jours, tu n'auras plus rien, quoi. Je pense que c'est vraiment important de le rappeler parce que on a tous envie d'avoir une solution miracle, une potion magique qui fasse que tout s'enlève et en même temps, la réalité, elle est pas du tout là et je vois trop de personnes encore aujourd'hui qui viennent me voir et qui pensent pouvoir s'en sortir en faisant une séance avec un spécialiste et puis c'est terminé. C'est pas le cas. Ça demande de l'accompagnement sur du long terme. Et encore aujourd'hui, alors sortie du burn-out, oui. Par contre, j'ai des fragilités, par exemple, qui restent suite à l'anxiété généralisée. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Je vais au restaurant, je recommence à sortir, je recommence à faire des fêtes, enfin voilà. Euh, mais j'ai une énergie quand même dont je dois prendre plus soin qu'avant. Et je peux me retrouver quand tu es dans des lieux à l'extrême, par exemple dans de la foule ou comme ça, je peux ressentir de l'angoisse que je n'aurais jamais ressenti avant. Tout n'est pas parti parce que je pense que ça demande beaucoup de temps et parce que je continue de travailler aussi dessus, tu vois, tous les jours pour en prendre soin. Mais comme quoi les fragilités restent sur du long terme parce que le déclencheur de tout ça, enfin,
du burn-out, en tout cas vraiment le moment où ça a commencé à partir en cacahuète, c'était en 2018. Donc Mmh. ça fait quand même un certain temps et pour autant, il y a des fragilités qui restent et peut-être aussi des ressentis, en fait, parce que je pense que du coup aujourd'hui on est beaucoup plus connecté à nos ressentis. Donc on ressent beaucoup plus vite quand on commence à repartir, de l'autre côté, quand on commence à se sentir pas bien et ainsi de suite. Donc je sais pas si c'est réellement des fragilités ou, une, une connaissance de soi qui est accrue en fait et qui fait qu'on ressent beaucoup plus les choses. Mais en tout cas, ouais, je crois qu'il faut le dire, il faut du temps et Mmh. il faut accepter aussi de prendre ce temps-là pour aller mieux, pour apprendre à se découvrir soi. Et il y a une petite autre chose que je voulais préciser également, c'est que là on parle beaucoup de burn-out professionnel, mais le burn-out il n'est pas que professionnel, il existe le burn-out parental. On peut être en burn-out dans sa vie privée et pas que professionnel. Et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, en tout cas pour ma part, ça n'allait pas forcément bien non plus dans ma vie personnelle. C'était quand même un tout, je veux dire, j'avais pas juste des petites problématiques au travail qui faisaient que du jour au lendemain tout a claqué. Dans ma vie personnelle, j'avais certaines difficultés également et je pense que ça m'a fragilisée aussi et que ça a facilité l'arrivée du burn-out. Je pense que dans tous les cas, j'y serais tombée à un moment donné, mais ça a été facilité par le milieu personnel, donc il faut pas oublier que ben, tout est étroitement lié aussi, hein, à un moment donné. Mmh. C'est vrai. Du coup, avec tout ce qu'on a dit, c'est vrai que, je pense qu'on est dans une période où il y a beaucoup de gens qui peuvent être touchés par ça. Donc si jamais vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà, on a parlé de honte, il faut passer au-dessus, il faut, transcender ça parce que sincèrement, ne vivez pas avec un burn-out, ne vivez pas avec une dépression, ne vivez pas avec une maladie tout court, essayez d'améliorer votre santé mentalement, physiquement, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Si jamais vous avez envie de partager votre histoire parce que vous avez connu un burn-out et que vous souhaitez en parler parce que vous avez surmonté ça ou vous êtes dedans, n'hésitez pas. Si vous voulez échanger, partager, on est là pour ça. Donc, on attend vos retours. En attendant, prenez soin de vous. On vous retrouve très, très vite. À très vite!